Bonjour, bienvenue sur notre webinaire sur la problématique de la transformation des organisations. J'ai le plaisir d'être avec vous pendant ce webinaire. Je m'appelle Ali Armand et mes fonctions sont des fonctions de direction de projet stratégique au sein du cabinet Synapse. Donc nous allons parler de transformation et la problématique de la transformation est une problématique qui est transverse. Et ça touche énormément d'organisations. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse avoir ce moment d'échange, mais pas de manière unilatérale. Je vais parler pendant un quart d'heure, 20 minutes. On va s'arrêter. Je vais essayer de répondre aux questions que vous auriez éventuellement. J'espère qu'il y en a. Et puis, on reprendra et ainsi de suite. Donc, je voudrais que ce soit quelque chose d'interactif et pas simplement descendante. Voilà. Comme vous voyez ici dans le slide, 70% des projets de transformation échouent parce que les gens ne font pas suffisamment attention. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous présente notre cabinet. Le cabinet Synapse existe depuis 35 ans. On a un pool de consultants d'une quarantaine de personnes, mais on a des ressources beaucoup plus nombreuses à qui on peut faire appel en fonction de nos projets et des situations. Nous intervenons sur plusieurs thématiques. Ici, on a souligné l'innovation managériale, mais notre intervention ne se limite pas à cette dimension-là. On fait beaucoup de formations. On fait beaucoup d'accompagnement dans la conception et le déploiement des plans stratégiques. On a des missions de conseil, coaching, etc. On a formé énormément de personnes à différents niveaux hiérarchiques dans les organisations. Comme j'aime pas trop les chiffres, vous voyez ici en bas de l'écran les chiffres. Et puis les thématiques plus spécifiques sur lesquelles on intervient, c'est des thématiques qui sont traitées pour certaines dans pas mal de cabinets, mais pour d'autres, il s'agit des thématiques assez innovantes, pas en tant que dénomination, mais façon de faire, façon d'aborder. Donc, vous les voyez ici, on travaille beaucoup sur l'élaboration d'une vision dans une logique d'intelligence collective, on travaille sur la construction de relations de confiance, sur la responsabilisation, sur les logiques de la collaboration, coopération, les nouveaux modes d'organisation, les nouveaux modes de management, etc. Revenons maintenant sur le vif du sujet. Une étude de Harvard montre que plus de 90% des entreprises dans le monde ont des projets de transformation. Le chiffre exact de mémoire, c'est 93%. Et plus de 70%, je pense que c'est 71 ou 12% de ces projets de transformation échouent. Par ailleurs, des études faites en France sur des problématiques, des projets de transformation montrent que près de 60%, vous voyez les chiffres en bas, des salariés ne sont d'une part pas associés dans l'élaboration des projets de transformation, on ne demande pas leur avis, ils subissent les projets. Et d'un autre côté, ils ne voient pas non plus les effets de ces projets de transformation dans les activités au quotidien. Donc, vous voyez, 70% de ces projets échouent. C'est un chiffre qui est important compte tenu des ressources qu'on y consacre et le temps qu'on y met. Alors, pourquoi ces projets échouent? Il y a plusieurs raisons. Et une des principales raisons, c'est le défaut d'embarquement, le défaut d'engagement suscité auprès des collaborateurs. Et quand on parle d'engagement, quand on parle d'embarquement, c'est des points qui sont des points absolument essentiels, mais pas forcément et systématiquement partagés dans la culture managériale en France.
On est plutôt dans une logique verticale descendante, même s'il y a des situations dans lesquelles les dirigeants consultent les salariés. Mais la tendance majoritaire, c'est concevoir un projet en haut et demander aux salariés de déployer ces projets-là, de les mettre en place. Et peut-être sur les instances de déploiement, on peut imaginer des moments de coproduction, consultation des salariés sur les comment faire. Mais ça se limite à ça. Et donc, nous, notre approche, notre regard est différent. On est résolument orienté, et c'est notre éthique d'intervention, orienté vers la coproduction, parce que nous considérons que dans un environnement complexe, les savoirs sont distribués. Les salariés et l'ensemble de la ligne managériale disposent des capacités d'analyse, de compréhension et de proposition. Ils ont un regard sur le devenir de l'entreprise et ils ont leur mot à dire. Donc, notre approche est légèrement différente. Alors, quels sont les principaux facteurs de réussite des projets de transformation? Il y en a plusieurs. Vous les voyez ici, hein, réunis, un peu modélisés, systématisés, et je vais essayer de vous expliquer lors de ce webinaire l'ensemble de ces 7 leviers qu'on doit activer pour que les projets de transformation puissent réussir. Comme vous voyez au premier chef, il y a la notion de la confiance. La confiance est quelque chose d'extrêmement importante dans les organisations. C'est une thématique qui n'est pas suffisamment traitée, abordée dans la littérature managériale en France, mais très développée dans la littérature et dans les actions managériales dans la culture anglo-saxonne, mais aussi orientale. Les Japonais sont parmi les premiers à avoir travaillé sur la notion de la confiance dans les relations avec leurs collaborateurs. Et la quasi-majorité des logiques d'innovation, créatrices de valeur, proviennent de la base de l'organisation. Et le sommet fait confiance à la base et accepte la légitimité de la base d'avoir des idées qui sont des idées intéressantes. Par ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites sur l'intérêt de la confiance. Et là, je vous ai mis le compte-rendu, les éléments essentiels d'une étude de Harvard conduite par Paul Zak et qui montre, il a fait une étude comparative entre les entreprises, sur un échantillon d'environ 3000 entreprises, entre les entreprises dans lesquelles il y avait un climat de confiance et les entreprises dans lesquelles il n'y en avait pas. Et donc, vous voyez, les résultats sont éloquents, hein. Les gens dépensent beaucoup plus, investissent beaucoup plus d'énergie au travail. Vous voyez, le chiffre là, je ne vois pas de loin, mais c'est autour de 100, plus de 100% d'énergie au travail. Ils font preuve d'un niveau d'engagement très élevé, plus de 60-75% d'engagement. Il y a un niveau de stress qui est réduit hein, dans l'organisation. Les gens se sentent mieux. Et le taux de mémoire, c'est autour de 60-70%. On a notamment un gain de productivité significatif, hein, près de 50%. Moins de difficultés psychologiques, moins de burn-out, moins de 40% de burn-out dans les organisations dans lesquelles il y a des relations de confiance, et ainsi de suite, hein. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important et il faut y être attentif. De plus en plus d'entreprises intègrent la thématique de la confiance comme l'un de leurs axes stratégiques. Vous voyez, par exemple, au sein d'EDF, on parle de la confiance. Enedis, on parle de la confiance. La Poste parle de la confiance. C'est pas Bureau Veritas, par exemple, parle de la confiance. Et ainsi de suite, hein. Beaucoup d'entreprises dans beaucoup de secteurs parlent de la confiance. Et la raison est simple.
parce que les études le montrent, la confiance est le fondement, mais vraiment le fondement, du modèle économique qu'on appelle, l'économie de la quantité, dans laquelle on construit des relations durables avec les clients, à l'opposé d'un modèle économique qui est un modèle de la quantité, dans lequel l'objectif n'est pas de construire des relations de confiance avec les clients, mais c'est de vendre. Et donc, on vend au tout venant. Donc, c'est deux logiques de raisonnement différentes. Et là, on a de plus en plus recours à ça. Et deuxième élément pour l'importance de la confiance aujourd'hui, c'est que dans un environnement complexe, les choses changent très rapidement. Les gens sont en demande d'autonomie, notamment les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. On les qualifie de génération Z, etc. Et ces nouvelles générations ne se considèrent plus comme des captifs de l'organisation, demandent à être responsabilisés, demandent à avoir des ressources, demandent à avoir des pouvoirs décisionnels. Et donc, vous ne pouvez rien faire de tout cela si, évidemment, vous ne construisez pas de relations de confiance avec les acteurs de votre propre organisation. Et sans parler d'ailleurs des parties prenantes externes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et les études sur les projets de transformation montrent que les organisations dans lesquelles il y a un climat de méfiance a priori, et encore pire, de défiance a priori, vous avez une certitude absolue, ce qui est que les projets de transformation échouent. On a une adhésion formelle, c'est-à-dire que les gens disent oui, oui, nous sommes d'accord avec toi, et une résistance réelle dès que vous avez le dos tourné. Comment est-ce qu'on fait pour construire des relations de confiance et qu'est-ce que c'est que la confiance? Alors, j'ai fait, moi, un travail spécifique sur la confiance. Ça a été le sujet de ma thèse de doctorat en sociologie. Donc, j'ai passé 6 années de ma vie là-dessus. Là, je vous donne une quintessence de la définition de cette notion. Donc, c'est un sentiment, la confiance, un sentiment de sérénité et de sécurité qui facilite l'engagement dans les actions communes. Et c'est très important que d'avoir cela à l'esprit. Un deuxième niveau de définition de la confiance, c'est un pari, il s'agit d'un pari sur la loyauté et la fiabilité de l'autre. La loyauté faisant référence évidemment aux valeurs, absence de trahison, intégrité, honnêteté, etc. La fiabilité faisant référence aux compétences. La personne est compétente, elle dispose des compétences nécessaires, donc je peux lui confier la réalisation d'un certain nombre de missions. Un troisième niveau de définition de la confiance, c'est qu'il s'agit d'un pari sur l'adéquation et la pertinence des prestations de l'autre vis-à-vis de mes attentes. C'est une relation et c'est une interaction. Vous voulez aller à une soirée, vous vous invitez un baby-sitter qui va venir s'occuper de vos enfants, vous pariez sur la pertinence et l'adéquation de ses prestations vis-à-vis de vos attentes. Vous avez mal aux yeux, vous allez voir un ophtalmologue, vous faites un pari sur la pertinence et l'adéquation de ses prestations vis-à-vis de vos attentes, et ainsi de suite. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle la confiance a priori, c'est-à-dire avant l'engagement. Une fois engagé dans l'action, vous allez émettre un jugement qui va venir confirmer ce sentiment de confiance a priori ou bien l'infirmer. À ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle la confiance consolidée et là, vous pouvez recommander l'organisation en question ou le prestataire en question à quelqu'un d'autre dans votre cercle de proximité. Le dernier élément de la confiance, c'est qu'il ne s'agit pas de quelque chose de total, d'absolu, hein. C'est toujours sur des registres précis. Quand vous dites: «Je fais confiance à Ali Armand», il faudrait que vous soyez en mesure de dire sur quel registre, pourquoi faire.
Parce qu'une même personne peut être digne de confiance sur le registre A, de méfiance sur le registre B et de défiance sur le registre C. Et pareil, une organisation peut être digne de confiance pour son produit A, de méfiance sur son produit B et de défiance sur son produit C. Après, on a différentes formes de confiance dans les organisations. Et bon, si ça vous intéresse, vous nous contactez et puis je vous mettrai à disposition les documents nécessaires très rapidement. Vous avez 4 formes de confiance. Première forme, c'est ce qu'on appelle la confiance organisationnelle. Ça veut dire, moi, en tant que manager, je dois générer les relations de confiance au sein de mon organisation. Et donc, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels il faut travailler. Deuxième forme de confiance, c'est ce qu'on appelle la confiance interpersonnelle. En anglais, c'est to be trustworthy, être digne de confiance. Ça, c'est les 6 autres leviers. Troisième forme de confiance, c'est la capacité que nous avons à faire confiance à nos collaborateurs. Et enfin, la dernière forme de confiance, c'est ce que on évoque immédiatement dans les relations dès que vous parlez de la confiance et la confiance en soi. Voilà très rapidement cette notion de confiance. J'insiste, c'est fondamental si au sein de votre organisation, vous avez un passif en termes de confiance. Avant de mettre en place des projets de transformation, vous avez absolument besoin d'instaurer un temps zéro parce que les projets vont échouer. Ensuite, le deuxième élément pour la réussite des projets de transformation, c'est avoir une capacité de déployer une intelligence situationnelle et faire preuve de ce que Willie Peterson appelle la capacité d'apprentissage stratégique. Qu'est-ce que c'est que cette capacité d'apprentissage stratégique? Et c'est très important, cet élément-là. Il a des positions, Willie Peterson, c'est un ancien professeur de stratégie à Columbia. Il était avant avocat, après il est devenu patron d'Unilever et il a fini sa carrière comme prof de stratégie. Il a une position assez intéressante. Il dit la véritable proposition de valeur d'une entreprise, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une prestation, ce n'est pas un service. Genre, c'est pas telle voiture ou c'est pas tel piano ou tel logiciel. Il dit la véritable proposition de valeur d'une entreprise, c'est sa capacité d'apprentissage stratégique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que comme dirigeant, comme manager, je dois être en veille permanente pour comprendre ce qui se passe pardon, dans mon écosystème et ne pas me contenter des données. Or, beaucoup de temps des codires que nous avons passent sur la revue des données, sur, vous devez les vivre vous-même d'ailleurs, hein, sur ce qu'on appelle le pilotage et l'étude approfondie des KPI, etc. Et lui-même, il raconte que dès ses prises de pouvoir au sein de l'entreprise, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a instauré dès son deuxième CODIR, réunion de CODIR, l'interdiction de mettre en place des données, d'amener des données, des data, mais d'aller vers une logique où on passait des données aux insights, on passait des données à une information inspirante qui permettait de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on apprend? OK, les données, les data sont là, mais qu'est-ce qu'on apprend de ces data? Et alors, pour cet apprentissage stratégique, il y a ces 5 dimensions que vous voyez ici. D'une part, évidemment, on se focalise sur le client parce qu'on n'est pas dans un monde comme ça abstrait. Et qui sont-ils? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs attentes? De quelle manière on peut y répondre? Ensuite, on se retourne vers les différentes parties prenantes pour voir, en dehors des clients, que demandent-ils? Qui sont-ils? Ça peut être aussi bien les actionnaires que les partenaires, que les fournisseurs, que
d'autres entreprises d'ailleurs, au sein d'un réseau, peu importe. Quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, de quelle manière ils veulent continuer à travailler avec nous, et ainsi de suite. Troisième élément dans cette phase d'analyse et d'intelligence situationnelle, c'est bon, dans quel écosystème on se retrouve et quelles sont les dynamiques industrielles propres à cet écosystème. Les évolutions technologiques, les nouvelles technologies qui arrivent et leurs impacts sur ce que nous sommes en train de faire et de quelle manière on peut réajuster les choses. Entre parenthèses, hein, vous voyez aujourd'hui l'importance de l'IA et l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, euh, entre guillemets, à supposer que la terminologie intelligence artificielle puisse avoir un sens. Hein. Parce qu'il y a des auteurs comme Noam Chomsky qui remettent en cause totalement l'idée de la conjugaison d'intelligence et artificielle. Enfin bref. Mais on voit un certain nombre d'outils arriver sur le marché du travail et dans les entreprises qui ont des impacts très lourds sur à la fois le processus de création de valeur, mais aussi la gestion des salariés et des forces de travail. Quatrième vecteur, c'est regarder ce qui se passe au sein de notre environnement élargi. Quelles sont les évolutions politiques, quelles sont les évolutions économiques, les évolutions sociétales, et quels sont leurs impacts en fait sur ce que nous sommes en train de faire et de quelle manière on peut y répondre. Et enfin, la dernière dimension dans l'approche de Guy Peterson, c'est de se retourner vers soi-même, parce qu'il faut avoir un regard critique aussi envers sa propre organisation, et regarder ce qui se passe au sein de cette organisation-là, les atouts de l'organisation, mais aussi les points de faiblesse de l'organisation. Voilà les deux premiers facteurs sur lesquels je voulais attirer votre attention. Peut-être qu'on devrait prendre un petit temps de respiration et que je puisse répondre à vos questions, si vous en avez. Je regarde. Bon, dans le chat, je ne vois pas de questions. Ah, il y a une question sur la différence entre change et transfo. Très bien. Écoutez, en anglais, vous avez le mot change et vous avez 3 niveaux de change dans la littérature anglaise. Il y a un premier niveau qu'on appelle adaptative change, le changement adaptatif. C'est quoi ça? Ça, c'est une situation dans laquelle vous partez d'un point A vers un point B et donc vous apportez des améliorations continues au système et à l'entité en question et les conséquences de ces améliorations sont prévisibles et vous savez à quoi vous allez aboutir. Par exemple, vous avez un avion de ligne. Cet avion de ligne bon, a des sièges et sur ces sièges-là, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre des écrans pour que les gens puissent regarder des émissions, des films ou je ne sais quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle un changement adaptatif. Ça veut dire quoi? Vous ne touchez pas à la nature profonde du système, mais vous améliorez l'existant. Un deuxième niveau de change, en anglais, c'est transitional change. C'est le changement transitionnel. Je suis en train de modifier la nature profonde du système sans remettre en cause le système en question, en y ajoutant des fonctionnalités supplémentaires qui n'existent pas dans le système originel. Par exemple, puisque je suis resté dans la métaphore, j'ai évoqué la métaphore d'avion de ligne, ben, je vais rester dessus. Et cet avion de ligne va transporter le président de la République. Et il va passer dans les zones un peu étranges, un peu en tension. Donc, on va ajouter des moyens défensifs à cet avion de ligne que les autres avions de ligne n'ont pas. Vous voyez?
Donc, ça change légèrement la nature de ce système-là, mais ça reste toujours un avion de ligne puisque ça transporte principalement des lignes, des êtres humains. Et vous avez ça, c'est ce qu'on appelle un changement transitionnel. Et le troisième niveau, c'est transformational change. C'est ce qu'on appelle, nous, transformation. C'est la modification profonde du système. Et le système change de nature. Et pour rester dans la métaphore de l'avion dont je vous parle, de l'avion de ligne, on arrive à un avion de combat. Et donc, vous voyez, il n'y a plus vraiment beaucoup de passagers, il y en a un ou deux. Et les fonctions qui sont les fonctions défensives et offensives sont très largement renforcées. Donc, il y a une modification profonde de la nature du phénomène en question. Deuxième élément, quand vous êtes en transformation, vous formulez des hypothèses, mais vous ne savez pas vraiment à quoi vous allez arriver. Alors que quand vous êtes en change, vous savez l'état vers lequel vous vous orientez. Et de manière stratégique cette fois-ci, quand vous êtes en train d'élaborer la vision et les stratégies, vous êtes dans la phase qu'on appelle la phase transformation. Et quand vous passez sur le terrain et que vous arrivez au stade qu'on appelle déploiement et ancrage, à ce moment-là, vous êtes d'une part dans la conduite du projet et de l'autre dans ce qu'on appelle le change management. Donc, pour résumer, la transfo, c'est au niveau stratégique et le change, c'est au niveau opérationnel. Voilà la différence entre les deux. Je regarde pour voir s'il y a d'autres questions. Comment mettre en place une stratégie d'apprentissage stratégique? Vous avez dans ce que je vous ai présenté un modèle d'ailleurs, un schéma de mise en place des dispositifs d'intelligence situationnelle et de l'apprentissage stratégique. Profitez-en, prenez des photos, téléchargez cette affaire-là et vous pouvez vous en servir comme une matrice. Et l'essentiel, c'est que vous soyez dans une logique de coproduction avec vos salariés. Vous pouvez même solliciter la totalité de la ligne managériale et au-delà de ça, la totalité de vos salariés et pour vous dire et vous aider sur ces questions-là. Et c'est tout à fait faisable. Aujourd'hui, nous avons les technologies d'intelligence artificielle qui vous permettent de solliciter les salariés très aisément. Nous venons de finir d'ailleurs un projet d'accompagnement stratégique avec une entreprise où nous avons, dans un premier temps, posé un diagnostic commun avec l'ensemble des salariés en leur soumettant 14 questions ouvertes et 2 questions fermées. Ensuite, on a fait une synthèse, on a communiqué cette synthèse à la base pour s'assurer qu'on a bien compris. Synthèse effectuée évidemment avec la direction de l'organisation. Et dans un deuxième boucle itératif, on est arrivé finalement à un résultat où on avait en main l'avis de l'ensemble des salariés. Ensuite, on a coproduit le dispositif d'élaboration de la vision et orientation stratégique avec la ligne managériale. Donc, vous avez un outil et l'outil est devant vous. Et les modalités du déploiement varient en fonction des situations et de vos contraintes. Si vous voulez bien, j'avance un peu. Troisième élément extrêmement important dans la réussite des projets de transformation, c'est les collaborateurs. Et c'est la dimension qu'on a, qu'on oublie assez souvent. Il y a des auteurs, et vous en avez un en bas, Vinit Nayar, il y en a d'autres hein, qui ont écrit plus récemment sur l'importance de se focaliser sur les collaborateurs si on veut réussir le projet de transformation. Pour une raison assez simple, c'est parce que la focalisation est généralement faite, mise sur les clients. Je viens d'ailleurs de vous le montrer. Mais si on n'apporte pas une attention symétrique au même titre que nous le faisons pour les clients vis-à-vis de nos propres collaborateurs, on aura beaucoup de difficultés puisque ça va nuire
à l'engagement des collaborateurs. Et c'est extrêmement important. Donc, il faut être proche de ses collaborateurs. Quand vous êtes proche, vous êtes, comme vous voyez dans ce schéma, à la fois disponible et accessible, hein. Disponible, c'est-à-dire, ben, je suis là quand vous avez besoin de moi. C'est pas la peine de dire: «Écoutez les gars, je suis, quelqu'un de très proche, je veux avoir des relations de proximité avec mes collaborateurs» et quand le gars vient vous voir, vous dites: «Ah ben là, j'ai pas le temps». Ensuite, bon, quand tu auras le temps, ben, j'aurai le temps la semaine prochaine et la semaine prochaine, rebelote, ben, vous n'êtes jamais accessible. Donc disponibilité et accessibilité sont les 2 piliers fondamentaux de la proximité avec ses collaborateurs. Donc c'est extrêmement important que d'être à la fois, là, présent et être, en mesure de venir en aide à vos collaborateurs. Le 3e élément extrêmement important quand on fait attention à ses collaborateurs, c'est, la logique de la bienveillance. L'idée, c'est de découper le mot bienveillance en 2 mots différents. C'est, bien veiller sur mes, équipes et mes collaborateurs. Et bien veiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de vos collaborateurs, ça veut dire être attentif à leur bien-être. Ça veut dire, être attentif à leurs besoins, être, au courant de leurs difficultés, fournir les moyens et les ressources nécessaires. C'est aussi, reconnaître leurs besoins, y compris leurs besoins matériels, financiers, fournir les gratifications financières là où il le faut et quand il le faut. C'est extrêmement important parce que si les gens ne sont pas satisfaits et considèrent qu'ils ne sont pas gratifiés au niveau de leur contribution, ben, ils pourraient avoir tendance à aller voir d'autres entreprises qui sont, bah, qui ont un package plus intéressant et qui offrent plus de choses que ce que vous n'offrez. Un autre élément, c'est de l'écoute. C'est, c'est être attentif, à ce que vos collaborateurs, vous disent. Il y a des études qui montrent que dans les bilatérales entre manager et collaborateur, celui qui parle le plus, c'est le manager et celui qui parle le moins, c'est le collaborateur. Vous voyez? Si vous prenez 60 minutes, je caricature un peu le schéma, le manager va parler 50 minutes et le collaborateur 10 minutes. Alors que la proportion devrait être inversée, hein. C'est le collaborateur qui doit pouvoir s'exprimer pleinement, ou faire part de, ses remarques, de ses suggestions, le cas échéant de ses griefs, de ses critiques. Et vous devriez être capable comme manager de recevoir, d'accepter ces critiques. Évidemment, je parle des situations constructives, hein, pas des situations où il y a une intention de nuire. On n'est pas dans un monde de bisounours. Mais quand un collaborateur arrive dans votre bureau, vous dit: «Écoute, je pense que ce truc-là, ce projet-là n'est pas bien fondé, on va droit dans le mur», ben, on a tout intérêt à écouter ce qu'il nous dit, parce qu'il y a plein d'expériences qui montrent, et des situations tragiques d'ailleurs, qui montrent qu'on n'a pas suffisamment écouté les, collaborateurs qui avaient une idée alternative et qui remettaient en cause, l'orientation, d'action que la direction avait prise et on a abouti à des catastrophes et l'exemple le plus emblématique, c'est la navette spatiale qui a explosé en vol, il y a, une dizaine, une vingtaine d'années de mémoire, où un collaborateur disait qu'il y avait un problème dans le fuselage. On l'a pas écouté et la navette est partie et ça a explosé en vol. Il y a des exemples de ce type, il y en a des milliers dans les organisations. Donc il faut être à l'écoute et cette écoute doit être un facteur qui montre que vous êtes réceptif et vous devez accepter la contradiction et la logique de confrontation constructive avec vos collaborateurs. C'est pas parce que je suis un manager ou un dirigeant que j'ai raison.
Dans un environnement complexe, je l'ai dit au début, les savoirs sont distribués et pas du tout focalisés, hein. Celui qui pense qu'il sait tout et il peut tout faire, c'est un psychotique, c'est un malade mental. Voilà, aussi simple que ça. C'est ma première formation à la psychologie, la psychopathologie du pouvoir. Et donc, euh, un dirigeant, un manager est censé être humble et est censé être à l'écoute de ses collaborateurs. Et dernier élément, c'est le désintéressement. Et l'idée de désintéressement est un élément fondamental. Je ne fonctionne pas dans mes relations avec mes collaborateurs parce que j'ai intérêt à le faire. Vous voyez, je fonctionne avec mes collaborateurs parce que j'éprouve de l'intérêt pour eux. Et il y a une opposition très forte entre ces deux logiques, vous voyez, avoir intérêt à faire quelque chose ou éprouver de l'intérêt pour quelqu'un. Et quelqu'un, un manager qui est désintéressé, c'est quelqu'un qui fonctionne dans une logique où il éprouve de l'intérêt pour ses équipes. Donc, il est dans une logique, en anglais, on appelle ça servant leadership. Il se considère comme étant au service de ses collaborateurs, de ses équipes, de son organisation, sans forcément avoir une attente de retour de leur part. Quatrième élément extrêmement important, c'est avoir une vision. Vous ne pouvez pas, et on le voit très très souvent dans les organisations, vous ne pouvez pas réussir des projets de transformation sans avoir coproduit une vision et traduit cette vision en orientation stratégique. C'est absolument indispensable. Et il y a beaucoup d'organisations dans lesquelles la vision n'est pas très claire, il y a une confusion entre vision et raison d'être, et ainsi de suite. Et où vous avez des situations dans lesquelles, notamment dans les grandes entreprises, il y a une vision, mais les départements n'ont pas de vision. Et les départements appliquent à la lettre la vision de l'entreprise. Et c'est une très grosse erreur, parce que moi, je suis marketing, par exemple. Bon, ma vision pour la direction marketing, dans le cadre évidemment de la vision de l'entreprise, c'est quoi? Je suis directeur des opérations. Ma vision dans ce cadre-là, c'est quoi? Et ainsi de suite. Chaque entité doit avoir une vision pour pouvoir contribuer à la réalisation de l'entité supérieure, des objectifs stratégiques de l'entité supérieure. Et ceci jusqu'en bas, jusqu'à une équipe de proximité des opérationnels sur une chaîne de production. En France, il y a une espèce de snobisme, stratification. Quand on parle de la vision est en haut, un peu plus bas, c'est l'ambition, un peu plus bas, c'est projet, un peu plus bas, c'est roadmap, etc. Tout ça, c'est la vision, et donc tout le monde a cette capacité stratégique. Je vais peut-être regarder dans le chat s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, les produits et les services sont des outputs. Non, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre en fait que les entreprises qui se focalisent sur le produit et le service ratent les virages stratégiques fondamentaux. Je vais vous donner un exemple. Amtrak, la compagnie, c'est la SNCF américaine, a toujours tout misé sur le train, puisqu'ils font du train. Et à cause de cette logique d'apprentissage stratégique, ils ont compris qu'il y a des nouvelles formes de mobilité au sein de l'écosystème. Du coup, ils ont modifié leur vision et au premier chef leur raison d'être, et ils ont tout mis sur devenir un acteur majeur de la mobilité. Vous voyez, ce n'est plus le train, c'est la mobilité, c'est plus large. Un autre exemple, toujours sur cette logique d'apprentissage stratégique, c'est Philip Morris. Philip Morris, vous connaissez, c'est les cigarettes de différentes marques.
Ils ont compris que, avec les évolutions sociétales, ils ne pouvaient plus continuer à produire quelque chose qui génère des problèmes pour la santé humaine et donc ils veulent devenir, des acteurs, qui vont construire, un avenir, dégagé, libéré de la fumée. Building a smoke free future. Construire un futur dans lequel il n'y a plus de fumée, en fait. Donc, ils veulent devenir des plus grands constructeurs, des vapoteurs, je ne sais pas comment le dire plus précisément. Vous voyez, c'est ça l'idée de l'apprentissage stratégique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle différence entre vision et raison d'être? Question intéressante, très bien. Une raison d'être est quelque chose d'intemporel. Ça n'a pas de fin. Ce qu'on appelle en anglais core purpose, c'est quelque chose, un très grand objectif que vous poursuivez comme une étoile, mais vous ne pouvez jamais atteindre. Exemple de raison d'être, préserver et améliorer la santé humaine. Vous voyez? Ça n'a pas de fin. Je ne peux pas dire aujourd'hui j'ai fini de préserver et améliorer la santé humaine. Ça, c'était la raison d'être de Pfizer, l'industrie pharmaceutique. Un autre exemple, c'est rendre les gens heureux par l'imagination. Vous voyez, il n'y a pas de fin à ça. Je ne peux pas dire aujourd'hui j'ai fini de rendre les gens heureux par l'imagination. Ça, c'était Disney. Un autre exemple, c'est améliorer la qualité de vie de l'humanité grâce à la technologie. Vous voyez, il n'y a pas de fin à ça. Donc, tu ne peux pas dire j'ai fini d'améliorer la qualité de vie de l'humanité avec la technologie. La vision, c'est quelque chose qui est un objectif, soyez attentifs, hein, c'est un objectif audacieux et enthousiasmant qui est réalisable d'ici 3 à 5 ans, généralement. Aujourd'hui, si vous regardez les plans stratégiques, c'est des plans qui sont des plans quinquennaux ou triennaux. Et par exemple, devenir la première banque digitale en France, vous voyez, d'ici 5 ans. Bon, dans 5 ans, ben, je vais avoir une autre vision. Donc là, vous avez une fin et un horizon temporel qui est bien déterminé et instauré. Voilà la différence entre la raison d'être et la vision. Et par ailleurs, quand l'environnement devient très, très complexe, voire chaotique, on laisse tomber la vision puisque l'espace temporel est extrêmement étroite. On se focalise sur la raison d'être et au regard de la raison d'être qui, elle, reste invariable, on va élaborer des options stratégiques qu'on appelle les patchwork stratégiques en fonction des tendances qu'on voit dans notre environnement. Voilà la différence entre la raison d'être et la vision. Et la RSE, mais évidemment, la RSE est une problématique transverse, et vous n'avez pas un seul projet de transformation aujourd'hui ou plan stratégique qui n'inclut pas des problématiques RSE. Et d'ailleurs, dans RSE, il y a la partie S qui n'est pas suffisamment développée. En revanche, la partie E est très développée. Donc, la partie E, c'est environnemental, c'est plus facile, entre guillemets, décarbonation, etc. La partie S, c'est à la fois S social. Qu'est-ce que je fais pour le bien-être de mes collaborateurs? Mais S sociétal aussi, hein, c'est-à-dire de quelle manière j'ai un impact sur le tissu social de l'écosystème au sein duquel je suis en train d'évoluer, et en quoi j'améliore les choses, et je ne suis pas juste un exploiteur des ressources au sens large du terme, sans créer de la valeur pour le bien collectif. Et cette dimension S amène de plus en plus les entreprises à être dans une logique qui les conduit, qui les pousse à devenir des entreprises à mission. Et si ça vous intéresse, vous allez sur le site de ce qu'on appelle la communauté des entreprises à mission et vous verrez un peu à la fois les entreprises qui y sont et les modalités pour devenir une entreprise à mission. Et il y a beaucoup, par exemple, Enedis est une entreprise à mission et il y en a plein d'autres. Je reprends le cours de nos discussions.
L'élément suivant, c'est bon, ça c'est l'explication de ce que je viens de vous donner, c'est la capacité à générer de l'approbation et de l'engagement dans l'organisation. Je vous ai dit au début, le défaut d'engagement et d'approbation était un des principaux facteurs de l'échec des projets de transformation. Ici, je vous propose un outil pour construire l'engagement et générer de l'approbation dans l'organisation, qui est assis évidemment sur les 6 leviers que vous voyez. La confiance, j'en ai parlé, donc je ne le répète pas. Mais sachez que vous n'aurez pas l'engagement des collaborateurs ni leur accord. Approbation, j'utilise le terme approbation à dessein pour ne pas parler adhésion. Et je n'utilise, moi, personnellement, jamais la terminologie adhésion, puisque je considère que les organisations ne sont pas des sectes, ni des associations, ni des partis politiques auxquels on adhère. Nous ne sommes pas les adhérents de nos entreprises. Nous ne payons pas des cotisations. Donc, nous sommes des salariés des entreprises. L'entreprise nous paye un salaire. Hein, c'est totalement différent. Mais la terminologie adhésion est très, très déployée dans la littérature managériale et quotidiennement utilisée. Et donc, vous avez des injonctions d'ailleurs. Il faut faire adhérer les gens, etc. Alors que l'approche par approbation, c'est une approche qui est beaucoup plus solide, robuste, et ça vous permet de faire beaucoup d'énergie physique et psychologique parce que vous allez coproduire les choses avec les gens. C'est basé sur les travaux d'Adam Smith, la théorie de l'approbation. Adam Smith, on le connaît comme le penseur de l'économie, mais c'était également un très grand philosophe. Il a écrit un livre qui s'appelle La théorie des sentiments moraux, dans lequel il explique que les gens disposent de la raison. Ils peuvent réfléchir et pour que les gens puissent s'engager, il faut mettre en place des espaces de dialogue pour avoir leur accord. C'est ça l'idée de l'approbation. Et on n'a pas besoin qu'ils adhèrent et qu'ils aient exactement la même vision du monde et des choses pour arriver au même objectif. En revanche, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Et cette approche-là est beaucoup plus en accord avec les attentes des nouvelles générations et avec les nouveaux modes de management. Les 6 leviers que vous voyez ici, c'est d'abord la confiance, évidemment. Ensuite, c'est créer un sentiment d'appartenance à une communauté. C'est très important ça, parce que l'entreprise dans sa globalité est quelque chose d'abstrait. Les gens n'ont pas affaire avec la totalité de l'éducation nationale, hein. Ils ont affaire avec une entité qui est le lycée dans lequel ils interviennent. Ou bien vous n'avez pas affaire avec l'ensemble, même le chef de l'État n'a pas affaire avec l'ensemble de l'État. Il a affaire à une entité organisationnelle qui est le gouvernement. Donc, l'institution dans sa totalité est abstraite. En revanche, le groupe, la communauté avec laquelle je travaille, ben, ça c'est concret. Donc, plus vous renforcez ce sentiment d'appartenance à une communauté avec la cohésion, etc., plus les gens s'engagent. Troisième vecteur, c'est l'importance. Plus les gens prennent conscience de leur importance à titre personnel dans la réussite du projet commun, plus ils s'engagent. Moins ils ont conscience de cela, ben, moins ils s'engagent, hein. C'est vraiment très important et il faut faire voir leur importance pour la réussite du projet collectif. Le vecteur suivant, c'est le sens. Êtes-vous prêt à vous engager derrière un projet qui n'a pas de sens pour vous? La réponse est évidemment non. Mais bien souvent, vous n'avez pas le choix, donc il faut le faire. Donc l'idée fondamentale pour qu'on puisse s'engager, c'est de faire en sorte que les gens puissent coproduire le sens du projet en termes de modalités de déploiement sur le terrain. Et à ce moment-là, ils sont beaucoup plus à même de vous expliquer ce qui va se passer si on mettait le projet en place, puisque eux, ils connaissent la réalité du terrain beaucoup mieux que vous. Et donc, ils deviennent des coproducteurs du sens du déploiement du projet sur le terrain. Et donc, ils s'engagent. Et enfin, dernière instance, dernière dimension, c'est l'inclusion.
C'est ce que je viens de dire par rapport à Adam Smith. C'est inclure les différentes parties prenantes dans les espaces délibératifs où on coproduit, on discute et on traite les différentes objections et on arrive à un résultat qui est un résultat commun et partagé. Le dernier élément, avant-dernier élément, pardon, sur lequel je voulais attirer votre attention, qui est de dire, bon, ben, tout projet de transformation implique évidemment une phase qui est une phase de déploiement, mais cette phase de déploiement, elle doit être aussi à la fois une phase qui obéit à une planification, à une roadmap, etc., mais qui est une phase dans laquelle nous apprenons des choses. Et ça se met en place de manière itérative. Ça veut dire nous organisons, nous mettons en place des ressources, nous testons la solution sur une partie de l'organisation, nous regardons, analysons les résultats de manière profonde, et ensuite on crante et on avance et on va plus loin de manière itérative. Et ceci permet à la fois d'ancrer les résultats qu'on a obtenus, mais aussi de consolider le dispositif que nous voulons mettre en place en intégrant une logique d'amélioration continue. Ça, c'est vraiment extrêmement important et on a beaucoup d'échecs de projets de transformation puisque on oublie en fait cette phase qui est la phase de la mise en place d'un pilote. Je ne vais pas nommer ici les entreprises, mais si vous regardez dans les grandes entreprises et leurs initiatives des 2-3 dernières années, vous voyez les échecs qui ont été constatés et publiés dans les médias de manière significative parce que le dispositif n'était pas testé, n'était pas analysé en amont et on était passé au déploiement. Et dernier facteur de réussite des projets de transformation, c'est l'engagement des dirigeants. C'est le fait que le patron doit être lui-même en première ligne. Et c'est très important. Il doit s'investir, mettre ses tripes et être présent sur le terrain, évidemment de manière raisonnée et sensible. Si le projet vient et on ne voit jamais l'implication, l'unité de leadership derrière le projet, on n'a pas de résultat. Et deuxième élément extrêmement important, c'est qu'ils doivent s'engager dans la transformation, ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent en mettant à disposition les moyens nécessaires, en créant des logiques qui sont des logiques de communication pertinente autour, en étant à l'écoute, de façon à ce que ces projets de transformation puissent réussir. Et pour qu'on puisse aller plus loin, il faudrait que ces projets puissent avoir un moment où on voit les résultats. Donc, et ça, c'est le troisième facteur, c'est-à-dire les dirigeants doivent soutenir les nouveaux modes de fonctionnement, les nouveaux modes de management, appuyer les nouvelles façons de faire, être présent derrière les chefs de projet qui sont en train de travailler sur ces trucs-là, mettre en place les sponsorships nécessaires, et ainsi de suite. Si on faillit à cette dimension-là, le projet, évidemment, échoue puisque les personnes ne trouvent pas suffisamment de soutien. Il est essentiel également d'agir de manière rapide. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, évidemment. Mais un projet de transformation qui est décidé se met en place dès que possible. Vous ne pouvez pas avoir un projet de transformation qui est décidé aujourd'hui et puis la mise en œuvre, c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Donc les gens regardent et le projet se délite. Et enfin, dernier élément, et combien de fois je ne l'ai vu dans les organisations, il y a des projets de transformation, il y a a priori des bonnes intentions derrière, mais on ne consacre pas l'ensemble des ressources et moyens nécessaires pour réussir ces projets de transformation. Voilà le rôle qui incombe aux dirigeants de l'entreprise pour la réussite
des projets de transformation. Je vais voir vos questions, si je peux répondre, avant de clôturer notre rendez-vous, parce qu'apparemment, il ne nous reste que 5 minutes. Il n'y a pas de contradiction entre l'interne et l'externe, c'est des choses qui vont de pair ensemble, hein, des modifications internes et externes. D'ailleurs, les sources des projets de transformation sont d'une part externes, évidemment, des facteurs environnementaux qui vous impactent, mais aussi des facteurs internes. Qu'on a le juste équilibre entre réalisation d'une transformation et les... ça, c'est une question extrêmement intéressante. Ça va me prendre beaucoup de temps de répondre à cette. Écoutez, si vous pensez argent, c'est pas la peine de penser transfo. C'est aussi simple que ça. Il y a deux choses qu'on ne peut pas prévoir dans les projets de transformation, et celui qui le fait. Et ça va à l'encontre de tout ce que vous avez appris en méthodologie de conduite de projet, hein, ce que je vais vous dire. C'est vous ne pouvez jamais savoir combien ça coûte et vous ne pouvez jamais savoir combien de temps ça va durer. Et pourtant, vous devez dire c'est quoi le budget et c'est quoi le deadline. Donc, c'est complètement hypothétique. Moi, je ne connais pas un seul grand projet de transformation qui ait pu réussir et qui ait répondu à ces quarterly reports dont vous parlez. Ça ne marche pas du tout. C'est absolument pas le cas. La co-construction, à quel niveau est essentielle? À tous les niveaux. Je viens de vous donner l'exemple où on a associé la totalité des salariés. La Poste, ces 2 derniers plans stratégiques, elle a dépassé ses salariés, elle a consulté la totalité des Français. 68 millions d'individus. Donc, les gens qui disent que c'est pas possible, c'est soit ils ne savent pas les modalités, soit ils ne savent pas de quoi on parle. Et c'est tout à fait possible. Quelle différence finale entre le terme inclusion et hybridation? Je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez derrière hybridation. L'inclusion dont je parle, moi, c'est l'inclusion des salariés, des collaborateurs, dans les dispositifs qui sont des dispositifs de diagnostic, d'analyse et de prise de décision. Maintenant, hybridation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je comprends quand on parle de voiture, etc., mais hybridation, en termes de stratégie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Que pensez-vous de l'approche c'est très bien, Cotter. Cotter, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie et sur lequel je me suis appuyé d'ailleurs. Dans d'autres lieux, l'approche de Cotter, il y a un problème essentiel. Maintenant, il l'a corrigé dans son dernier livre, je vous le recommande, qui s'appelle Change, mais la banquise et tout ça. C'est une approche très verticale descendante, hein. D'ailleurs, on commence par la création d'un sentiment d'urgence pour que les gens prennent conscience de la nécessité du changement. Et donc, ça a une dimension parfois manipulatoire, du style, vous avez une voiture de fonction, je vous enlève la voiture de fonction. Et quand vous me dites pourquoi, je dis, écoutez, on n'a pas de ressources, hein. C'est difficile. Il y a la machine à café sur le couloir et j'enlève la machine à café. Vous me dites pourquoi, je dis, parce qu'on n'a pas de ressources. Et l'idée, c'est les gens, s'ils ne prennent pas conscience de l'urgence de changer, ils ne s'engagent pas. Donc, mon approche est légèrement différente. Je mise davantage sur l'intelligence des gens que sur des procédés délibérés pour amener les gens à prendre conscience. Dans certaines situations, ça se justifie, mais pas dans tous les cas de figure. Mais les 8 étapes de Cotter ou les 4 dimensions, c'est-à-dire vision, stratégie, embarquement, déploiement, ancrage, c'est les 4 dimensions qui sont tout à fait valables et sur lesquelles je m'appuie, évidemment. Mais les outils que nous proposons, les outils qui sont conçus, sont des outils qui ne sont pas les outils de Cotter. Voilà pour la réponse aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.
Écoutez, je vous remercie pour votre présence et participation et on est midi pile et avec votre permission, on va clôturer ce webinaire et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres situations. Merci à vous et plein de bonnes choses à vous. À très bientôt.